On apprend ce matin en ouvrant La Presse Plus sur notre tablette. On est très techno. Hein? En train de prendre le café. Et on voit cet homme à l'écran. Je vous montre l'article dans un premier temps. Un violeur en série exige l'accès aux roulottes conjugales. Ça, c'est le bésodrome de la petite roulotte à la prison. Et vous voyez la photo du personnage en question qui s'appelle Stéphane Duperron. Il s'appelle comme moi, mais évidemment, on n'est pas parents. Vous voyez photo gros plan ici. Et je veux vous lire la déclaration. On va prendre le temps de lire ça ensemble avant de passer à Mario. La déclaration de sa blonde qui est avec Duperron depuis un certain nombre d'années. Et évidemment, le service correctionnel refuse l'accès à la roulotte parce que c'est un violeur en série, entre autres. Et là, Duperron a pris la peine de tout écrire le détail de ses crimes à sa conjointe actuelle pour vraiment mettre les choses au clair. Et voici sa réponse à la conjointe. « Comment va l'homme qui occupe mes pensées? Une chose est sûre, dans mon chez-moi, tu auras ta place. Depuis longtemps, je sais que tu as agressé des femmes. Comme tu le sais, je ne suis pas en accord, mais je me dis, il doit bien avoir une raison depuis le début. Je me dis, je ne suis pas la victime, alors pourquoi lui en voudrais-je? Car à tes côtés, je vis tout le contraire et tu es actuellement puni pour tes gestes passés. » Voyez, il manque juste le violon, j'ai quasiment une larme sur le bord de l'œil. Bien, entre vous et moi, qui a accès à la roulotte, ça change quoi dans notre vie? Bien, on va en parler avec Mario Larrivé-Côté qui est au bout du fil. Bonjour, Mario. Bonjour Stéphane. Bonjour, merci d'être avec nous. Sur la page frontispice de la presse papier aujourd'hui. Oui, oui. Ah, ben écoute, moi j'ai abandonné le papier. Merci de m'en informer. Alors, c'est la une de la presse, peu importe le format. Merci de la précision. Écoute, les gens, évidemment, se disent hey, on ne commencera pas à y donner accès à la roulotte. C'est un violeur en série, il n'a plus le droit de baiser. Mais l'être humain, ça ne marche pas de même, j'imagine? Non, ça marche pas de même, mais en même temps, il faut regarder ça cas par cas. Là. Oui. Dans le cas qui nous occupe, dans le cas de Stéphane Duperron, on a affaire à un multirécidiviste depuis plusieurs années. Oui. Dans les années 80, il a violé une douzaine de femmes. En 97, il s'est évadé d'un fourgon cellulaire lorsqu'il s'en allait pour comparaître au palais de justice de Sorel. Oui. Il a réussi à se sauver. Il en a profité pendant son 10 jours de cavale pour en agresser 5 autres femmes. Okay. Et en 2010, la dernière, la jeune fille de 20 ans qui a violé alors qu'elle faisait du jogging, suite au viol, il l'a amené derrière une résidence privée, lui a dit d'embarquer dans une piscine pour enlever l'ADN au niveau du bas de son corps. Sauf que dans la réalité, l'individu, compte tenu qu'il avait aussi embrassé les seins, a laissé sa salive sur ses seins, puis c'est suite à ça qu'ils l'ont retracé par son ADN. Mais la chose importante à préciser là-dedans, puis il faut pas oublier aussi de mentionner, c'est qu'il était en transition lors de cette dernière agression sexuelle-là, mais sa conjointe actuelle, c'est une femme qui faisait du bénévolat en détention, donc qu'il a rencontré de cette façon-là. Oui. Il est en couple avec elle depuis 2006, ça fait longtemps, sauf que la dernière agression qu'il a commise en 2010, il était en couple avec cette femme-là. Exact. Donc, on a vraiment affaire à un individu que quand ses pulsions sexuelles déviantes prennent le dessus, il n'y a absolument rien à faire. OK, mais admettons qu'il reste en prison. Moi, je serais d'avis, là, évidemment, je ne suis pas juriste, on verra ce que la Cour va trancher, parce que là, il est encore en procès, je pense. Oui, en fait, la Couronne demande présentement de le faire déclarer, non pas délinquant contrôlé, mais délinquant dangereux. OK. Ça sous-entend que s'il est déclaré délinquant dangereux, il pourrait rester en détention le restant de ses jours. Ça sous-entend donc prendre la clé de sa cellule puis l'acheter parce qu'il ne sortirait peut-être pas. Bien, ça ferait mon affaire. Sincèrement, on verra l'issue du procès, c'est une bonne chose. C'est parce que Stéphane, il faut pas oublier de... Oui, effectivement, parce que dans la réalité, cet individu-là, au niveau des échelles actuarielles utilisées par les services correctionnels, puis même moi comme expert, le risque, sans même l'avoir évalué, l'individu, compte tenu des crimes qu'il a commis, le risque de récidive de cet individu-là va toujours demeurer élevé, compte tenu du niveau de violence de ses crimes, compte tenu qu'il s'en prenait à des victimes inconnues, donc tout l'aspect prédateur. Et en plus, on a affaire à un individu qui a une énorme hostilité envers les femmes, là.
Fait qu'on a affaire à quelqu'un d'irrécupérable ou de pas réhabilitable. Exactement. En fait, il en a fait amplement la démonstration depuis une trentaine d'années. Oui, tu as tout à fait raison. Mais bon, là, je sais, la prochaine étape, probablement, c'est qu'on va plaider la charte, mes droits et libertés d'avoir une amoureuse, une intimité, blablabla. Bla, bla. Est-ce que le droit à une relation sexuelle, ça existe dans la charte? Personnellement, je pense pas. Mais comme sexologue, toi, est-ce que tu penses que ce gars-là peut quand même avoir une relation dans la roulotte? En fait, c'est ça le problème. La question, c'est est-ce que cet individu-là est capable d'avoir une sexualité saine, avec de la tendresse, avec de l'affection, puis tout ça? C'est une évidence que non, parce que il est imbibé d'hostilité envers les femmes. Fait que c'est impossible. Soit, à la limite, au niveau comportemental, ça pourrait peut-être y arriver d'avoir une relation sexuelle qui a l'air apparemment entre guillemets, normale, mais au niveau de sa fantasmatique sexuelle déviante, ça devient à peu près, je dirais, impossible, compte tenu justement du niveau d'hostilité qu'il entretient avec les femmes. Mais il faut regarder aussi deux choses. L'aspect détention, c'est un peu ça le débat du jour, c'est l'aspect détention. Est-ce que la détention doit être utilisée, je dirais, comme une punition? À ce moment-là, la roulotte ne devrait pas être utilisée pour les délinquants sexuels. Si on voit ça comme une réhabilitation pour un individu qui éventuellement va ressortir de détention, à ce moment-là, on devrait donner accès simplement comme, je dirais, milieu d'observation pour avoir accès à son intimité. Pas quand il est dans la roulotte, mais lors des programmes de traitement où est-ce qu'on pourrait faire un retour avec lui pour voir comment ça s'est passé, justement, pendant les journées qu'il a passées avec la conjointe. S'il ressort de ses, mettons, 2 jours dans la roulotte puis qu'il revient dans le pénitencier, puis que là, il entretient des propos épouvantables face à la conjointe. Là, c'est une autre preuve. À ce moment-là, tu dis, ben, l'individu, il démontre que ça n'a comme pas de sens. Là. Mais si on le laisse justement sortir complètement, quand il va être quand il se prend en détention puis qu'il va être en société, c'est pas à ce moment-là qu'on va avoir accès à lui, compte tenu surtout du pénitencier. Quand les hommes sortent de pénitencier puis qu'ils ont fini leur transition, ils sont libres comme l'air, là. C'est vrai. Mais d'abord, là, admettons, là, dans le pire des cas, on lui restreint la roulotte pour un aspect punitif, son passé, ou parce qu'on craint qu'il pourrait s'en prendre même à sa blonde à un moment donné, c'est ça? Ben, en fait, moi, je serais porté à penser même à ce niveau-là, parce que on fait une caricature, une mise en scène. L'individu, là, ça fait X nombre d'années qu'il n'a pas eu de relation sexuelle. Là, on y permet la roulotte. Ce conjointe-là arrive dans la roulotte. Je pense pas qu'il va attendre une journée ou deux avant de vouloir avoir une relation sexuelle avec elle. Ça va être il va vouloir en avoir assez rapidement. Puis on sait que souvent, les femmes, l'aspect affectif est comme très important. Fait qu'avant de se réapprivoiser d'une certaine façon, lui, c'est pas ça qu'il risque de vouloir. Fait que qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, la frustration pourrait monter assez facilement, l'impulsivité aussi. À ce moment-là, et la relation sexuelle pourrait être désagréable ou même à la limite violente. Puis probablement que malheureusement, cette femme-là risquerait de pas le dire par après, même si elle a subi quelque chose de pas agréable. Donc, je dirais, du fait qu'il ressortira possiblement peut-être jamais s'il est déclaré délinquant dangereux. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de le réhabiliter, mais surtout pour protéger cette femme-là d'un éventuel viol d'une certaine façon. OK, donc il faut même la protéger contre elle-même, parce que le texte qu'on a lu à l'écran tout à l'heure, tu te dis, mais ma foi du bon Dieu, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer, là, même si ça n'a pas d'allure. On ne peut pas empêcher un cœur d'aimer, mais en même temps, je dirais, tout le monde a le droit. Je suis le premier à penser que même les délinquants sexuels ont droit à une deuxième chance. Mais là, lui, on parle même plus d'une deuxième chance. Là. Il a tout brûlé. Chances, il y en a eu une, puis une autre, puis une autre. Je l'ai fait, la démonstration tantôt au début de l'entrevue. Puis en plus, c'est que cette conjointe-là peut même pas dire ce sont des gestes qu'il a commis dans son passé, il y a X nombre d'années, puis je vais comme y pardonner d'une certaine façon. Il a agressé sexuellement, il a violé une femme pendant qu'il était en couple avec elle. Ah, d'abord, la seule solution qui reste dans un cas comme ça, là, tu me corrigeras, d'ailleurs, tu es un habitué même du milieu carcéral, tu y vas comme expert et tout ça, faire des analyses. Qu'est-ce qui leur reste à ce genre de personnage-là, à part la masturbation? C'est quoi, c'est se masturber et envoyer ça à terre? Ben, il n'y a pas...
on peut pas permettre à un individu semblable d'avoir une sexualité avec une autre personne pour protéger l'autre personne. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là dans les murs, là? Admettons, là, je suis d'accord avec toi, c'est vrai, c'est épouvantable. Bon, dans le day-to-day, là, on va parler là, vraiment crûment entre gars, là, à part se masturber, là, c'est tout ce qui reste. Ben, c'est à peu près ça, puis passer son temps à autre occupation que la sexualité. Faire du gym, brûler ça. Au niveau des sentences provinciales, donc moins de 2 ans, les roulottes n'existent pas. C'est sûr que si l'individu a des besoins sexuels à ce moment-là, il faut qu'il comble lui-même. Puis au fédéral, donc des sentences de 2 ans et plus, effectivement que là, il y a un accès aux roulottes, mais il faut qu'il fasse la démonstration qu'on peut lui permettre que l'individu est réhabilitable, qu'il ne va pas commettre un nouveau viol envers la personne qui va se retrouver dans la roulotte. Là. OK, mais là, j'ai une autre question encore plus crue. On y interdit l'accès à sa blonde. À un moment donné, un gars est tanné, là, Anne Napalm and her 5 sisters, là, ça devient long. Alors, il se garoche sur un détenu, puis il le viole. Est-ce que c'est possible? Ben, ça peut être possible, mais il faut quand même que l'individu ait aussi, je dirais, des intérêts à ce moment-là, ou une certaine fantasmatique homosexuelle. Oui, mais l'intérêt de se vider. S'il n'y a aucun intérêt, ça devient impossible, mais à la limite, si on regarde ça d'un autre point de vue, comme je l'ai dit tantôt, le fait qu'ils commettent des agressions sexuelles envers les femmes, il y a l'aspect pulsionnel, oui, il rentre en ligne de compte, mais il y a surtout le fait qu'il y a de l'hostilité envers les femmes. Donc, les femmes sont inférieures, sont soumises, c'est pas grand-chose une femme. Ça, c'est le discours habituel. Fait que face à un homme, il n'y a pas un intérêt à l'agresser parce que probablement qu'il le voit au même niveau que lui. Par contre, ce qui pourrait y arriver, effectivement, pour combler des besoins sexuels, je dirais, entre hommes consentants, c'est ce qu'on voit, je dirais, de certains temps au niveau des détenus. Là, oui, c'est pas impossible. Des longues peines, ils vont avoir de la sexualité entre hommes. Ça arrive. Là. Et ça devient quasiment, c'est un lifestyle quasiment obligé en prison. Là. Si tu veux, t'as pas le choix. Ben, c'est que c'est plus... J'appellerais ça de l'homosexualité circonstancielle. C'est ça, exact. Pas nécessairement une fantasmatique homosexuelle comme telle, mais plus dire, ben, on va, à la limite, on va avoir une relation sexuelle ensemble, mais on va s'imaginer qu'on est avec une femme. C'est comme un accommodement raisonnable, un peu. C'est comme un accommodement raisonnable. Mais il faut aussi, ce que je voudrais dire, Stéphane, c'est que j'entends, parce que bon, j'avais donné cette entrevue-là au Journal de la Presse la semaine dernière, j'en ai parlé avec différentes personnes depuis. Les gens disent, ben oui, mais un délinquant sexuel qui est en dedans pour un crime sexuel, on devrait automatiquement y empêcher d'avoir une certaine roulotte pour avoir de la sexualité. C'est comme le réflexe de base. Mais dans la réalité, si on avait affaire, si on utilise ce raisonnement-là, si on avait affaire à un toxicomane, on se dit, ben non, la drogue, c'est pas bon, c'est nocif, faut l'empêcher de consommer en détention. Un alcoolique, faut pas qu'il prenne de boisson parce que ça peut être nocif aussi. Mais dans un cas comme tel, on peut pas faire cette équation-là parce que la sexualité en soi, si elle est vécue de façon saine, c'est pas quelque chose de nocif. Puis on sait que généralement, les délinquants sexuels, sauf ceux qui sont déclarés délinquants dangereux, vont sortir de détention à un moment donné. Donc, on peut pas penser qu'on va les priver de sexe le restant de leur jour parce que c'est de toute façon pas réaliste. Ce qu'on veut, logiquement, comme société, c'est qu'ils vivent pas de la sexualité déviante, soit en violant des femmes ou en agressant sexuellement des enfants, donc qu'il n'y ait pas de récidive. Mais comme je disais tantôt, le seul moyen d'avoir un certain, je dirais, laboratoire d'observation chez les délinquants sexuels qu'on pourrait considérer réhabilitables, ben c'est de leur permettre d'avoir accès à la roulotte. Mais c'est vraiment dans des cas où est-ce qu'ils ont été bien évalués, qu'on considère qu'ils sont réhabilitables, que la conjointe impliquée n'est pas à risque d'absolument rien. Là. Ce qui n'est pas le cas. Ben, merci, Mario, d'avoir été avec nous. Ça apporte un éclairage vraiment utile. Merci bien. Merci, Stéphane. À la prochaine. Au revoir. Merci. Bye. C'est Mario Larrivé-Côté, qui est un sexologue, qui est appelé régulièrement comme expert à la Cour dans des dossiers criminels lourds, entre autres comme celui-là, et qui est appelé à intervenir aussi en milieu carcéral. Alors, selon lui, c'est peut-être pas la meilleure solution d'y donner accès à la roulotte du bésodrome. Ça pourrait même être dangereux pour sa blonde qui l'aime.